Bonjour à tous. Merci de cette invitation avec beaucoup de gens que je connais, parce que le monde de l'éthique et finalement de la bioéthique est un petit monde. Donc Jean-François Précis, je suis médecin, je suis spécialiste de virus, ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent maintenant, mais ce n'est pas du tout à ce titre-là. Je vous parle aujourd'hui en tant que président du comité consultatif national d'éthique et je reviendrai sur ce qu'est le CCNE peut-être pour démarrer. Je suis médecin et je suis ce que je dis souvent un bébé sida, mais un bébé sida avec beaucoup de cheveux blancs. Pourquoi j'emploie cette expression? C'est parce que jeune médecin, j'ai été confronté à l'arrivée du sida il y a juste 40 ans. On va fêter en novembre de cette année les 40 ans de découverte du virus à Pasteur. Et ça m'a interpellé sur deux points. D'une part, l'échec de la médecine. On était dans un échec complet. Ça vous rappelle d'autres choses, d'autres incertitudes qu'on vient de vivre il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et puis, une période très très difficile dans la période des années 88-92 où on savait diagnostiquer, mais on n'avait aucun traitement et on s'est trouvé dans des situations de fin de vie extrêmement difficiles, avec de jeunes patients qui étaient un peu plus jeunes que nous, qui étaient atteints de multiples infections, qui étouffaient, littéralement, dont on savait que le pronostic était extrêmement péjoratif à court terme. Et on s'est trouvé extrêmement démunis. On a essayé d'apporter quelques réponses, on a essayé d'interpeller le Conseil de l'Ordre, le comité d'éthique venait juste d'être, le CCNE venait juste d'être nommé, mais il n'était pas encore vraiment opérationnel pour ces questions, et ça nous a beaucoup interpellés. Mais c'était une autre époque, je m'empresse de le dire, et mes jeunes médecins, mes agrégés me disent toujours, m'ont toujours dit, vous avez vécu des choses que nous ne voulons plus vivre, que nous ne pouvons pas vivre, que les patients ne peuvent pas vivre. Et puis nous sommes maintenant dans une ambiance du droit, c'est-à-dire que des lois se sont mises en place en France pour tenter de répondre à ces questions, alors que nous les étions sans droit. Alors, tout d'abord, le CCNE, rapidement, vient de fêter ses 40 ans en fin de semaine. Le comité consultatif national d'éthique des sciences de la vie, il a été fondé par François Mitterrand en 1983, juste après la naissance d'Amandine, qui était le premier bébé de fécondation in vitro. En fait, il avait été réfléchi par déjà des énarques brillants qui avaient réfléchi de comment concevoir une réflexion plus globale autour de l'éthique. Et la naissance d'Amandine a finalement été une sorte de prétexte. Donc il a été fondé initialement comme comité consultatif national d'éthique. C'est le premier comité d'éthique national qui a été fondé dans le beau monde. Et il s'est ensuite enrichi de ce que j'appelle l'éthique à la française, où à partir des années 93-94 sont arrivées les lois de bioéthique, qui sont arrivées donc dans un deuxième temps par rapport à la création du CCNE lui-même. Et puis enfin, à partir des années 2010, le fait que ces lois de bioéthique étaient précédées d'états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire de commencer à construire ce que tu évoquais, Fabrice, autour finalement de la consultation citoyenne et de la dimension de consultation citoyenne, avec ce triangle de construction dans le domaine de la santé, entre d'un côté les sachants, les médecins, les experts, ou les pseudo-sachants, de l'autre côté les citoyens, et puis au sommet du triangle, mais qui va forcément au sommet, on peut renverser le triangle, en effet on n'est pas de haut en bas ou de bas en haut, il y a le politique qui décide. Alors, le CCNE est composé maintenant, sa composition a été remodifiée dans la dernière loi de bioéthique de 2021, on est 45. Il n'y a qu'environ un tiers de médecins et de chercheurs, le reste ce sont des juristes, des philosophes, des gens de sciences humaines et sociales, et on a 6 représentants de la société civile qui représentent les associations de patients à des degrés divers et variés. Ce qu'on appelle le comité plénier du CCNE, toutes les décisions se prennent en plénier. Il y a bien sûr une section technique qui travaille sur les avis, on va revenir en particulier
sur la vie qui est sorti sur la fin de la vie. Les sujets étaient guidés jusqu'à maintenant par deux grandes directions. L'une, c'est les avancées de la science. Ça, vous pouvez le comprendre, c'est tout ce qui sort. La science ne fait qu'avancer, elle continuera qu'à avancer. Moi, je suis fondamentalement un scientifique, hein, j'ai été beaucoup dans l'innovation. Alors, ça peut être dans la génétique, ça peut être dans les neurosciences, ça peut être sur les cellules souches. Et ces avancées de la science sont peut-être des avancées scientifiques, est-ce qu'elles sont des avancées pour l'homme? Et c'est la question qui est posée à chaque fois sur quelques grandes questions. Parfois oui, parfois c'est plus nuancé. Et puis, est arrivé depuis une dizaine d'années au CCNE, plus peut-être depuis 5-6 ans, le fait que la société a beaucoup bougé. La France de 2023 n'est pas la France de 1983. Hein. Ça a beaucoup changé. Et donc il y a des aspirations sociétales ou des conséquences de la science elle-même, de la médecine elle-même, sur la vie des sociétés et sur le citoyen, qui font qu'il y a des demandes des citoyens qui sont indirectement issues de la science et qui posent question. Et donc on s'est longuement interrogé au CCNE si on devait, alors qu'on avait l'ADN du CCNE, c'était de s'interroger aux questions scientifiques, si on devait aussi s'interroger d'une certaine façon aux questions sociétales issues indirectement des avancées scientifiques. Et, alors c'est un peu abstrait ce que je suis en train de vous raconter, mais des questions simples autour de la procréation. Toutes les nouvelles techniques de la procréation sont-elles à utiliser? Et puis, à l'autre bout de la vie, peut-être aussi des questions autour de la fin de vie, puisque la médecine a créé finalement un certain nombre de situations qui n'existaient pas avant et qui existent maintenant, dont elle est en partie responsable, dont nous sommes tous responsables, et qui peuvent interpeller la société et le citoyen. Alors, on a donc ces différents sujets, et la ligne de crête entre les aspects strictement scientifiques et puis les aspects issus de la société est une ligne de crête pas toujours facile à trouver. Et on a deux grands sujets qui viennent d'arriver sur la table, et je l'évoquais il y a 3 jours lors des 40 ans du CCNE. C'est les enjeux de la santé humaine au sein d'un monde plus global et du monde en général, et en particulier, vous l'imaginez, des processus autour des changements climatiques, bien sûr. Et donc c'est ce qu'on appelle la vision de One Health, c'est-à-dire ne pas voir la santé de l'homme comme une fin en soi, mais la santé de l'homme dans une vision plus globale, autour de l'ensemble de ce qui est autour de lui. Et puis il y a la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle qui est en train de complètement bouleverser de façon massive la médecine, mais pas que la médecine, mais la médecine aussi, et qui est un sujet évidemment très important. Donc vous voyez les 4 directions du CCNE: la science avance, la société bouge, l'environnement est un élément essentiel, et le numérique est en train de révolutionner la médecine. Donc voilà nos 4 grandes directions, nos 4 grands sujets. Alors, nous avons, le CCNE est une instance administrative indépendante, c'est-à-dire qu'il a la capacité, par exemple, de s'auto-saisir. Les membres sont nommés par les différentes instances. Moi-même, je suis nommé par le président de la République, donc jusqu'à quel point je suis indépendant. Les gens qui me connaissent savent que je le suis. Mais jusqu'à quel point, hein? Parce que finalement, quand on est nommé, on est toujours dépendant un peu de la personne qui vous a nommé. Ce qui fait notre indépendance, c'est qu'on peut s'auto-saisir, d'une part, c'est-à-dire on peut mettre sur la table des sujets qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Et puis par ailleurs, comme je vous l'ai indiqué, il y a une forme d'intelligence collective autour de la réunion de scientifiques et de juristes, de philosophes et de gens d'horizons différents, et maintenant de la société civile. Donc en juin 2021, souvenez-vous, on est à 6 mois de vaccination sur le Covid, hein, donc on n'est pas encore sorti de l'affaire à l'époque. Hein. On a pris la décision au CCNE, j'ai beaucoup insisté là-dessus, de se lancer dans un avis sur la fin de la vie pour 2 raisons. D'abord, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour le CCNE, qui a déjà réfléchi à plusieurs reprises, organisé même déjà des états généraux sur la fin de vie,
il y a quelques années. Et puis deuxièmement, en 2021, souvenez-vous, bien sûr il y avait la crise Covid, mais il y avait aussi eu des tentatives de députés à l'Assemblée nationale qui souhaitaient faire voter un peu en cachette, pas en cachette j'exagère, mais un peu à la rapide, une loi sur la fin de vie et un changement de loi sur la fin de vie. Et il nous avait paru pas raisonnable que se lance éventuellement une loi sur la fin de la vie dans des conditions où il n'y aurait pas de grand débat national. Donc nous sommes autosaisis, c'est une autosaisine qui date de juin 2021, et on a rendu donc notre avis, qui est l'avis 139 que vous avez là, que vous pourrez trouver sur le site du CCNE, en septembre 2022, et qui s'appelle « Questions éthiques relatives au pluriel aux situations de fin de vie ». Et les deux mots-clés sont là, autonomie et solidarité. Autonomie et solidarité. Alors, le travail, comment ça marche, un comité d'éthique, un comité national d'éthique? Ben, vous avez un groupe de travail qui se met en place, il y a des rapporteurs que je nomme, et qui ensuite font de très nombreuses auditions, écrivent, réfléchissent, proposent un plan, et ensuite c'est discuté au sein du plénier. Ils repartent avec leur copie parce qu'ils se sont fait engueuler sur tel ou tel sujet, et puis ça passe une, deux, trois fois, et puis finalement c'est validé par le comité plénier dans son ensemble. Et on a la possibilité au CCNE d'avoir ce qu'on appelle une opinion minoritaire, c'est-à-dire en général on essaie de travailler avec une forme de consensus, plutôt de consensus dur que de consensus smooth, c'est-à-dire de consensus qui peut avoir été amené à être travaillé, je dirais, de façon rude, en entendant les éléments, les arguments comme on doit les avoir dans la réflexion de bioéthique, les éléments pour et les arguments contre. Ce qui est important, c'est de pouvoir se les dire et de les entendre, et donc d'évoluer. Et puis, à certains moments, eh bien, il y a des positions minoritaires. Et il y a eu une position minoritaire sur cet avis. 8 personnes sur les 45 du CCNE ont souhaité émettre une position minoritaire, et je vous indiquerai sur quoi porter cette position minoritaire. Si maintenant je reviens à l'avis du CCNE lui-même, cet avis peut être schématisé en 4 parties. La première était d'essayer, on est dans l'année 2021, c'est-à-dire avant que tout ce qui vient de se mettre en place, qu'il y ait beaucoup de l'information, qu'il y ait même des missions d'information qui se mettent en place, et on essaie de retrouver, à partir de la loi Claes-Leonetti, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, comment elle est connue, comment elle est appliquée, et qu'est-ce qui se fait dans la réalité du quotidien, qui est connu des citoyens, qui est connu des médecins, qui est connu des soignants en général. C'est le premier point. Et très clairement, dès cette période, on écrit que la loi Claes-Leonetti n'est ni suffisamment connue, ni suffisamment appliquée. Ceci est vrai au niveau des citoyens, et ceci est vrai au niveau également des médecins eux-mêmes, puisqu'il y a une grande hétérogénéité de connaissances de la loi Claes-Leonetti par l'ensemble. Je vous rappelle que sur la loi Claes-Leonetti, je suis en train de regarder parce que j'ai une slide qui résume tout et qui est plus facile à donner, que la loi Claes-Leonetti, il y a 4 dispositions principales qui sont à retenir, et cette loi avait été très disruptive quand elle est sortie. La première, c'est les directives anticipées. La seconde, c'est la personne de confiance. La troisième, c'est l'interdiction de l'obstination déraisonnable de la part des équipes médicales. Et le quatrième, c'est le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Tout ceci s'adressant à des patients ayant un pronostic très réservé dans le cadre du court terme, c'est-à-dire quelques jours à quelques semaines. C'est les 4 points essentiels de la loi Claes-Leonetti. Certains sont mieux connus que d'autres, et la globalité est très mal connue. Donc ça, c'est un premier constat qu'on fait avec les écoutes diverses et variées. Le second point qu'on fait, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait, c'est sur les équipes de soins palliatifs. J'entends dire beaucoup de choses sur ces équipes de soins palliatifs. Alors, le médecin déjà un peu âgé que je vous rappelle que je suis un bébé sida,
est quand même extrêmement frappé par le fait qu'on peut toujours être critique, on peut toujours vouloir mieux, on peut toujours vouloir différent. Les Français, on a toujours tendance à se tirer une balle dans le pied, mais c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Vous n'imaginez pas les progrès extraordinaires qui ont été réalisés au cours des 20 dernières années sur l'installation des soins palliatifs en France. Je ne dis pas que tout est réglé, je vais ensuite apporter un certain nombre de nuances. Mais il y a eu des progrès considérables sur la prise en charge de la fin de vie au cours des 20 à 30 dernières années, sur le concept même s'il y a encore des progrès encore à faire. Par rapport à l'époque où j'ai démarré, moi, et en particulier cette époque extrêmement difficile du VIH-Sida. Que par ailleurs, on peut toujours évidemment penser que français, mais qu'il faut savoir se comparer au niveau européen, et que quand on regarde par rapport au niveau européen, on n'a pas de retard considérable, y compris dans les ratios de lit par rapport à un certain nombre de grands pays, de grandes démocraties d'Europe de l'Ouest, par exemple. Alors, néanmoins, ce qui est frappant dans les soins, enfin, sur la prise en charge de la fin de vie, vous le savez, c'est qu'elle est maintenant, dans 80% des cas, dans des espaces médicalisés, pas forcément dans des unités de soins palliatifs, qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette au niveau des soins palliatifs eux-mêmes, et qu'il existe encore un certain nombre de départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, mais il y a des lits de soins palliatifs. Hein. Quand j'entends dire qu'il y a des départements en France où il n'y a pas de lit de soins palliatifs, c'est faux, c'est archi faux. Il y a des lits partout, mais il n'y a pas d'unité, c'est-à-dire ce qui fait l'unité de référence. Troisièmement, il y a surtout des points difficiles où un malade qui est suivi dans un système hospitalier a de assez bonnes chances, s'il le nécessite, d'être pris dans une unité de soins palliatifs. Ce n'est pas le cas du tout dans les EHPAD, ce n'est pas le cas du tout sur les soins palliatifs à domicile. Et donc ce dont nous manquons le plus, c'est ces deux aspects-là, la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD en fin de vie et la prise en charge de la fin de vie à domicile. Et donc, un des grands manquements, il ne faudra pas se tromper dans ce qui sera demandé, on verra ce que les citoyens demandent, mais c'est véritablement augmenter la capacité des unités mobiles de soins palliatifs et augmenter la capacité qu'ils ont à avoir une prise en charge plus diversifiée. Alors, enfin, ce qui nous a frappé aussi, et les enquêtes réalisées récentes et le Centre national de soins palliatifs et fin de vie vous en dira plus tout à l'heure, mais il y a une grande hétérogénéité selon les unités de soins palliatifs. Et les pratiques, y compris vis-à-vis de la loi Claes-Leonetti, sont différentes. Vous avez des unités de soins palliatifs où il n'y a pratiquement pas de sédation profonde. Je dis bien, il y a des unités en France de soins palliatifs où il n'y a pratiquement pas de sédation profonde. Parce que les équipes considèrent que, voilà, ils n'en ont pas besoin, ils ont l'ensemble des outils qui sont disponibles sans utiliser la sédation profonde. Puis vous avez au contraire des équipes, les mêmes, formées différemment peut-être, dans des lieux différents, qui pratiquent la sédation profonde. Il y a donc une hétérogénéité de la pratique sur notre territoire. C'est vrai en métropole, c'est vrai dans les départements français. Donc c'est le constat qu'on fait. Le troisième constat de la vie du CCNE était de dire mais si nous avions tous les moyens nécessaires sur les soins palliatifs, la formation des médecins, le nombre de lits suffisants, est-ce que ça résoudrait l'ensemble des problèmes? Et il a semblé dans la discussion et dans les écoutes et les auditions que nous avons eues qu'il y avait un certain nombre de situations rares, mais qui existaient, de situations médicales où le pronostic vital est en jeu, est considéré comme en jeu par les équipes médicales, avec toute la difficulté que ça représente. Hein. C'est toujours très très difficile de savoir si quelqu'un, voilà, quelle va être sa durée de vie. Mais en tout cas, le pronostic vital est en jeu à moyen terme. Par moyen terme, et s'opposant au court terme dont j'ai parlé tout à l'heure, on est là de quelques semaines à quelques mois, et des situations où il peut y avoir de plus des douleurs difficiles à traiter, et ce type de situation
il peut y avoir à l'intérieur de ces groupes de patients des patients qui, au nom de l'autonomie, de la liberté, de leur dignité, souhaitent qu'on les aide à mourir. De quoi s'agit-il? Parce qu'il ne faut pas rester théorique, il faut vraiment quel type de patients? Qui sont ces patients qui posent ces questions si intimes, qui touchent à l'humanité vraiment profonde et qui nous interpellent tous, puisque vous êtes venus dans cette salle cet après-midi? Alors, il s'agit de patients que la médecine a créés dans une certaine mesure. C'est des patients qui sont cancéreux, par exemple, en échec de 3e, 4e, 5e ligne de chimiothérapie. Hein. Des exemples encore plus précis, des cancers de l'ovaire, par exemple, chez la femme, avec un envahissement péritonéal, 5e ligne de chimiothérapie. On sait qu'il n'y aura pas plus à faire à court terme. Ça peut être aussi des manifestations des maladies neurodégénératives, la maladie de Charcot, la SLA, avec progressivement une perte de l'ensemble de l'autonomie. Et donc, où un certain nombre de ces patients, au nom de la liberté, de l'autonomie, souhaitent pouvoir être aidés pour aller vers une aide médicale à mort. Ça s'oppose, cette notion d'autonomie et de liberté, à une autre notion. Et on est bien là dans des enjeux éthiques et une opposition de deux grandes valeurs éthiques, à la notion de solidarité. Solidarité de la communauté vis-à-vis des patients les plus fragiles. Ce sont des patients fragiles, ce sont des patients qui peuvent changer d'avis, bien sûr, ce sont des patients qui peuvent avoir fait telle recommandation et puis ensuite en changer. Et la notion de solidarité et d'aide vis-à-vis de ces patients. Et on est en tension. Et ce n'est pas blanc ou noir. Et personne ne détient la vérité. Est-ce que notre mort nous appartient? Et au nom de la liberté, je suis à même de demander les conditions dans lesquelles je souhaite mourir? Ou est-ce que le monde, la mort appartient à une communauté, et en particulier maintenant à une forme de communauté médicale, qui n'a pas demandé d'ailleurs, mais qui a géré plus de 80% des décès. Donc c'est la question que nous avons posée en disant si le législateur souhaite faire évoluer la loi vers une aide médicale au suicide assisté, il y a un certain nombre de conditions éthiques qui à ce moment-là devront être parfaitement respectées. Vous voyez que j'ai parlé jusqu'ici de l'aide médicale au suicide assisté, je n'ai pas prononcé le mot d'euthanasie, qui est autre chose, qui est un acte actif réalisé par l'ensemble de l'équipe médicale. Le CCNE ne s'est pas prononcé sur l'euthanasie. Il s'est prononcé en l'ouvrant une porte dans des conditions complexes sur lesquelles on pourra revenir, vous allez y revenir toute l'après-midi, sur l'aide médicale au suicide assisté. Le CCNE ne s'est pas prononcé sur l'euthanasie, sauf dans la situation très particulière, et où il n'a pas tranché. Vous avez quelqu'un qui a écrit ou qui a confié à sa personne de confiance qu'il souhaitait avoir une aide au suicide assisté, puis qui ensuite tombe dans un état végétatif qui ne lui permet plus de le demander, et là on n'est plus, et qui ne lui permet plus d'agir en prenant un produit lui-même. Et là, est-ce qu'on est à la limite de l'aide au suicide assisté ou à la limite de l'euthanasie? Vous voyez bien la différence. Enfin, le quatrième point, je terminerai, Fabrice, là-dessus, c'est le CCNE est une instance qui... Je ne sais pas quel impact on a. Hein. Je posais la question au président de la République lors des 40 ans du CCNE. Je pense qu'on a un impact important parce qu'on n'est que consultatif. Donc quand on est consultatif, bah, c'est finalement, on peut émettre des recommandations sans être en charge de l'opérationnel. On n'est pas un ministère, on n'est pas une grande direction de ministère, etc. On n'est pas une direction d'ARS qui a à faire le job. Nous, on réfléchit et puis on évoque sans dire ce qui est bien ou mal, mais uniquement comme une boussole pour les citoyens et pour les décisions politiques qui sont très difficiles à prendre. Et alors, dans la question posée vis-à-vis de ça, il nous a paru important de mettre sur la table d'emblée
qu'il fallait y avoir, on devait avoir un très grand débat national. Et très honnêtement, le président de la République et les autorités nous ont suivis, puisque le lendemain de l'avis du CCLE, il y avait cette position de l'Élysée qui a lancé le grand débat dont on va parler, et qui est maintenant donc en cours. Et ça nous a paru très important de prendre le temps, de prendre le temps, de prendre le temps. Hein, j'insiste vraiment là-dessus. Je sais qu'on est critiqué là-dessus, mais je m'en fous à la limite. On est critiqué par ceux qui disent « mais pourquoi encore un Xème débat ?» Parce que d'abord les gens changent, il y a des évolutions, pas seulement des patients, mais des citoyens eux-mêmes. Et parce que reprendre le temps sur un sujet aussi difficile, de reprendre le temps d'avoir un débat citoyen et d'avoir une construction d'une forme de démocratie en santé, ça n'a pas de prix, indépendamment même de ce qui sera retenu. Le processus en lui-même aura un effet bénéfique. Alors, c'est le cas de la Convention citoyenne. Je passe rapidement parce que je crois qu'on va vous en parler plus après en détail. Moi, je la vis un peu de l'intérieur parce que je fais partie avec Giovanna du comité de gouvernance, avec un autre membre du CCLE qui est un juriste. Et donc, on le voit de l'intérieur. On avait organisé, à l'occasion des États généraux de la bioéthique en 2018, également l'avis d'un comité citoyen, mais beaucoup moins d'ampleur. Là, c'est une énorme machine, hein, énorme machine, très bien structurée, qui est difficile. Hein. Comment on motive 185 citoyens et qui sont toujours là après 7 week-ends? Comment ils construisent leurs pensées? Comment on les forme? Comment on fait attention de ne pas biaiser leurs pensées en invitant telle ou telle personne et en invitant tel autre qui a un avis différent? Comment ils construisent au fur et à mesure? C'est même pas de la co-construction, c'est eux-mêmes qui construisent au fur et à mesure leurs pensées et leurs questions, même si moi, spontanément, j'ai tendance parfois à vouloir dire, mais voilà, on pourrait peut-être simplifier, aller dans cette direction. Non, les autres me disent, mais non, il faut les laisser co-construire et réfléchir autour de cette réflexion. Alors, ils vont aboutir, donc avec un petit délai lié aux événements sociaux, à la production d'un document qu'ils auront en partie écrit par les boîtes qui les accompagnent, entre guillemets, et ça sera leur document et ça sera force de proposition. Ne tenez pas encore compte de tout ce qui a pu paraître un peu de façon parfois rapide dans les retransmissions. Il y a une grande liberté, les journalistes sont là, hein, ils sont très présents, même si on a un tout petit peu limité et qu'il y a maintenant des périodes où ils peuvent réfléchir tout seuls. Ils vont aboutir à un certain nombre de propositions. Ces propositions vont plutôt, sans rentrer dans le détail, vers une forme d'évolution de la loi. Hein. La loi actuelle n'est pas suffisante. Hein, c'est la question que leur avait posée la première ministre. Mais jusqu'où, comment, de quelle façon, quel type de patient, etc. Tout ça est complètement ouvert encore et n'est pas inscrit dans le marbre. Puis après, le politique va s'en emparer. Alors vous vous souvenez de la catastrophe qui avait été la Convention citoyenne sur le climat. Hein, le président Macron, probablement un peu trop rapidement, avait dit « je prendrai ce qui est annoncé par la Convention citoyenne sur le climat ». Non, vous ne pouvez pas prendre, c'est pas fait pour ça une Convention citoyenne. Une Convention citoyenne, c'est fait pour poser un certain nombre de questions, réclamer un certain nombre de choses, et après c'est au politique qui construit la loi, si loi il y a, eh bien, de retenir, de dire « je vous ai écouté », et puis dans vos propositions, je prends tel ou tel point, et en s'expliquant pourquoi il prend tel ou tel point, et qui peuvent être des raisons complexes, qui ne sont pas du jugement des citoyens, mais du jugement des autorités politiques. Bon, c'est ce qui va se passer. Donc on va avoir la fin d'une première étape, qui va se passer le 3 avril, puisque le président recevra l'ensemble de la Convention citoyenne. Je ne sais pas jusqu'où il ira, je ne sais pas ce qu'il leur dira exactement, on le verra. Puis après, il y aura, vous allez me dire, il va y avoir la loi, si on va vers une évolution de la loi. Réponse, non, surtout pas. Surtout pas, il ne faut pas qu'il y ait une loi tout de suite. Il faut continuer à réfléchir, après avoir passé cette première étape, qui sera une étape, donc, éventuellement d'évolution
de la loi, ou au contraire, de pas évolution de la loi. S'il n'y a pas évolution de la loi, on peut s'arrêter là. Il faudra quand même tenir compte de la revendication très très forte des concitoyens d'amélioration des soins palliatifs, puisque c'est ça leur première demande, améliorer, optimiser la connaissance et les moyens sur les soins palliatifs. Fondamental, fondamental. Et la loi, et sur les grands critères de la loi 13-Leonetti. Si on va vers une évolution de la loi, il faut encore préciser jusqu'où va-t-on. Est-ce qu'on va vers l'assistance au suicide assisté ou est-ce qu'on va plus loin? Et si on va vers uniquement l'aide au suicide assisté, comment on va le faire? Et il y a des modèles à l'étranger qui permettent de réfléchir, en Suisse, en Belgique, en Oregon, maintenant en Espagne, et de toute façon, il va falloir faire, de la même façon que j'évoquais une éthique à la française, il va falloir faire un modèle à la française. Est-ce qu'on laisse ça uniquement dans les mains des médecins et des soignants, ou est-ce qu'au contraire, on passe ça, comme en Suisse par exemple, avec une vision et un rôle du milieu associatif? Alors je termine juste sur un mot. Tout ça se traduit dans un contexte où les cultures, les religions évidemment, ont leur vision et où chacun d'entre nous avons été construits d'une certaine façon en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Il y a un corps très particulier qui est le corps des soignants, qui se trouve dans une situation complexe, on le voit bien, vous le voyez bien. Alors, il ne faut pas mélanger l'ensemble des soignants. On a d'abord les soignants des soins palliatifs, et je dis bien soignants, c'est-à-dire médecins, infirmières, aides-soignantes, aidants. Parce que les aides-soignantes dans les soins palliatifs ont peut-être autant de force et autant de valeur qu'un médecin. Qui sont interpellés dans ce qui est leur métier fondamental d'accompagner la fin de vie. Et qui, globalement, dans leur majorité, sont contre une évolution. C'est un fait. Hein, dire l'inverse aujourd'hui serait ridicule. Il faut un métier admirable. Il faut un métier, je l'ai dit, un peu hétérogène, hein, selon les groupes. Ils sont même un tout petit peu hétérogènes entre eux. Mais globalement, ils ne sont pas très chauds pour l'évolution. Et leur argument est de dire, finalement, est-ce que donner la mort, c'est un acte de soin? C'est un argument très fort, vous le voyez dans le métro, là, peut-être à tort, d'ailleurs, j'en sais rien, parce que c'est un débat qui devait aller sur les affiches du métro, j'en suis pas totalement persuadé, mais c'est ça l'élément principal. Vous avez, à côté de ça, une communauté médicale, hors les soignants de soins palliatifs, qui est beaucoup plus partagée. Si on interroge ce qu'a fait le Conseil national de l'ordre des médecins, on est à 50-50, c'est-à-dire que vous avez 50% des médecins qui pensent qu'il faut évoluer, et que vous avez 50% des médecins qui pensent que non, il ne faut pas évoluer, qu'il suffit d'aller très loin dans l'utilisation de la loi 13-Leonetti. Vous voyez que c'est déjà très nuancé. Cette question des soignants, qui est un point fondamental, parce que je vous ai rappelé qu'on a 80% des personnes qui décèdent dans un milieu médicalisé, pose la question de jusqu'où va la notion du soin. Elle est très bien posée dans un papier de Régis Aubry de Samedi dans le Monde, dans un questionnement, il la pose très bien. C'est jusqu'où va-t-on dans le soin? Est-ce que le soin, c'est soigner pour guérir? Ou est-ce que le soin, c'est accompagner aussi le patient, même si on sait qu'on ne va pas le guérir? Et très honnêtement, et je reviens, alors je termine sur un problème personnel, parce que je l'ai vécu comme tel quand j'étais jeune agrégé dans les années SIDA, où j'ai été terriblement interpellé. J'ai pris un certain nombre de décisions sur lesquelles je n'ai pas à revenir, et qui m'ont toujours bouleversé, et qui me bouleversent encore en y pensant, où je me suis interrogé à un moment donné, en effet, exactement sur cette question. Est-ce que, jusqu'où va le soin pour un médecin? Soigner pour guérir? Soigner, donner la mort, ce n'est pas guérir. Accompagner un médecin, accompagner un patient pour une aide médicale à mourir, est-ce que ce n'est pas aussi soigner? Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, et donc voilà où nous en sommes, dans un débat dont j'espère qu'il nous honore tous,
qui doit nous honorer, qui s'est jusqu'à maintenant, je dirais, bien passé. Je trouve que l'ambiance est plus sereine que ce que j'avais vécu lors des États généraux de la bioéthique, en particulier sur les problèmes de procréation et d'ouverture de l'ANP sur les femmes seules et les couples de femmes. Je conçois qu'on ne puisse pas tous être d'accord. C'est évident sur un sujet qui est terriblement humain, intime. Ce qu'il faut, c'est pouvoir en discuter. Et merci donc à l'Espace Éthique d'animer cette réunion cet après-midi. Merci à toi. Je retiens personnellement 3 choses de l'intervention de Jean-François. Merci beaucoup d'abord de l'avoir resitué dans le temps, et je trouve que nous resituer par rapport aux AD-SIDA qui nous semblent loin, mais qui permettent aussi de mesurer les progrès qu'on a pu faire dans le champ des soins palliatifs, ça me semble vraiment très important. Ensuite, j'ai été attentif à ne restons pas théoriques sur ce genre de questions. C'est un souci, une question que nous, on s'est aussi posée. Notamment quand on a organisé des débats avec les lycéens, mais un certain nombre de réunions publiques, quand on anime ce genre de débat avec des personnes qui sont loin du soin et loin des situations réelles, comment on fait pour faire rentrer la réalité dans le débat et pas être dans un débat théorique ou abstrait. Et c'est vraiment très complexe. Alors évidemment, quand on est médecin ou soignant, ce sont des situations qu'on connaît, qu'on a fréquentées, on a parfois des expériences personnelles aussi, mais c'est vraiment important. Et troisième point, merci beaucoup d'avoir rappelé à la fois ce que c'est que le CCNE et ce que c'est qu'un avis du CCNE et la place que ça prend par rapport au travail du Parlement, au travail d'une convention citoyenne, par rapport aux réunions publiques qu'on peut faire, de montrer que du rôle et ce que c'est, ce que ça... On ne sait pas ce que l'évolution légale sera, mais du rôle que cet avis joue et de la réflexion que ça peut susciter, des désaccords qu'il peut éventuellement susciter. Moi, il me semble que ce débat, finalement, on est à une période où parfois on doute un peu de la démocratie, on est un peu inquiet de l'état de notre démocratie. Il me semble au contraire que la façon dont le débat là, se construit jusqu'à présent, avec des lieux différents, des modalités différentes, nous fait au contraire retrouver un certain espoir dans cette capacité à débattre de manière structurée dans des lieux différents et dans des contextes différents. Merci beaucoup. J'ai oublié, j'en profite, j'ai oublié de vous dire que, parce que je pensais que vous alliez en parler après. À côté de la Convention citoyenne, il y a donc les débats auxquels tu faisais allusion au départ, où en gros, c'est comment aller sur une éthique de terrain, et pas aller sur une éthique hors sol, uniquement de réflexion intellectuelle. Et donc pour ça, on a une très large collaboration avec les espaces éthiques régionaux depuis maintenant les États généraux de la bioéthique en 2018. Et évidemment, on a relancé le même réseau à l'occasion de la fin de vie. Et cette réunion est une des réunions qui est organisée par les espaces éthiques régionaux. On est maintenant à plus de 320 réunions depuis janvier. On est à 40 000 personnes, pratiquement 40 000 personnes. Alors, bon, comme je te disais l'autre fois, mon petit-fils me dit, une réunion de foot au Stade de France, ça fait plus que 40 000 personnes. Bon, il a raison. Mais 40 000 personnes qui sont informés, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas bien les enjeux du débat, indépendamment de prise de position. Et c'est même pas du débat, c'est des séances d'information, etc. Mais si vous regardez sur d'autres sujets où on réunit 40 000 personnes, il n'y en a pas 40 en démocratie participative. Donc merci aux espaces.